Alors c'est marqué par l'urbanisme parce que on a fait énormément comment dire, de concertation. C'est passé d'un stade un peu obligé, surtout pour éviter les contestations, au fait que progressivement je me suis rendu compte qu'on pouvait co-construire le projet à partir du moment où on s'interrogeait sur les bonnes questions. Et progressivement m'est venue l'idée de construire une véritable démarche qui faisait que quand on allait devant les gens, on arrivait avec un projet qui n'était pas complètement ficelé, qui n'avait pas pour but d'imposer le projet en tant que tel, de faire bien attention entre l'intérêt général qu'il y avait généralement donc à sortir un projet, et puis quelque chose que j'avais remarqué, c'est que beaucoup de réticences, de contestations sur l'arrivée d'un projet nouveau, c'était le moyen pour les gens d'exprimer déjà des choses qui dysfonctionnaient dans leur quartier avant même que le projet n'arrive. D'où l'idée d'utiliser l'arrivée d'un nouveau projet pour au contraire résoudre des problèmes qui existent déjà. C'est quasiment toujours des questions de stationnement, d'occupation de l'espace public, parfois aussi de services publics mis à disposition d'un quartier qui s'avère déjà très juste, et on se dit avec l'arrivée d'une centaine de familles nouvelles, comment est-ce que ça va se passer, donc des inquiétudes. Et donc le fait qu'on arrive à révéler ces problèmes-là aide à construire la ville dans son ensemble, et finalement à la sortie, le projet au pire est neutre, rajoute rien, ou voilà, ou de toute façon les problèmes, il faut les prendre et les résoudre autrement, ou alors au mieux est une source de résolution du problème, par exemple, quand il permet d'adjoindre des places de parking, par exemple, qui n'existaient pas. On demande aux promoteurs de faire un peu plus de places de parking que prévu. Quand on avait des aménagements cyclables et puis qu'il n'y avait rien pour mettre les vélos dans le coin, on demande de faire un espace vélo plus important. On avait un problème pour mettre du dépôt de verre très loin, ce qui faisait râler tout le monde. Là, du coup, on profite de l'opération pour mettre un dépôt de verre enterré pas très loin. Enfin bref, des tas de petites choses comme ça, mais qui sont essentielles pour le bon fonctionnement de la ville au quotidien. Et donc, c'est l'idée de dire que avec cette logique d'écoute et d'affinage de projet, on arrive à construire la ville un peu autrement et certainement de façon beaucoup plus optimale pour les habitants. C'est-à-dire parfois même un peu moins cher, parce que quand c'est l'opérateur qui arrive et qui prend en charge un certain nombre de choses, c'est la ville en moins c'est la ville qui n'a plus à payer, donc tout le monde est content. Et puis au mieux, parce que l'argent public comme ça est mieux utilisé et de façon plus appropriée. Et puis ça permet, parce que ça j'y crois beaucoup, à la ville de grandir, parce que on a besoin d'avoir des logements nouveaux, on a besoin d'avoir une ville qui se développe, on ne peut pas rester rabougri, fermé sur soi-même, on est obligé d'accueillir de nouvelles personnes. Quand je dis obligé, c'est une chance, hein. On est une ville qui, à Orléans, est une ville qui croît sur le plan démographique, donc ça veut dire qu'on est une ville qui attire, et ça c'est une formidable nouvelle. Mais évidemment, il faut faire un peu de la place aux gens pour qu'ils arrivent. C'est là qu'il y a toujours les frottements, mais les élus servent à ça, ils servent à définir bien les limites, comme je dis souvent, de la liberté des uns qui finit là où commence celle des autres. On passe notre temps à ça dans une ville un peu centrale. Et donc à partir de là, quand on arrive à l'optimiser, ça veut dire qu'on a fait notre job, qu'on a réussi. Voilà. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée que la ville qu'on était à une époque où il était évident que les gens voulaient finalement faire autre chose que de la contestation pure, ce qui est une bonne nouvelle quand même, parce que voilà, il n'y a pas que des râleurs, il y a des gens aussi qui ont des bonnes idées et qu'il faut savoir écouter. Et puis, par contre, une autre remarque aussi que je m'étais faite, c'est que souvent, on avait un peu les mêmes qui venaient dans les réunions et qui étaient ceux qui finalement avaient un peu de temps. Et ceux qui ont du temps, ça cible assez vite des personnes qui sont un peu âgées, qui ont du temps pour regarder les choses, qui sont aussi, il faut le dire à leur décharge, souvent ceux qui vivent quasiment une journée complète chez eux, dans leur quartier. Donc ils ont quand même raison d'avoir une sensibilité plus forte que d'autres. Leur maison n'est pas un lieu dortoir, c'est un lieu vraiment pleinement de vie. Donc c'est normal aussi qu'ils se sentent plus impactés par l'ensemble de la façon dont le quartier vit toute la journée, et pas que le soir par exemple. Donc il y a tout ça, mais enfin, ceci étant dit, on voit toujours un peu les mêmes réminiscences, les mêmes remarques, la même famille de remarques et autres. Et là aussi, une inquiétude qui est de dire, mais oui, mais finalement, si on co-construit la ville
mais toujours avec une seule partie de la population, on va finir par faire une ville monocolore, là où elle doit embrasser tout le spectre de l'arc-en-ciel. Et donc, ça veut dire qu'il faut construire à ce moment-là la ville, peut-être par d'autres médias, par d'autres modes, par des éléments qui font que des gens vont se sentir impliqués parce qu'ils le sont, ils sont intéressés. Mais dans les arbitrages, il est évident que c'est d'abord leur vie personnelle, leur quotidien, ce qui les presse un peu, qui fait que ça va primer sur l'envie de s'investir pour la ville, c'est-à-dire un peu pour les autres. C'est pas par manque d'altruisme, mais c'est par faute de capital temps. Et donc trouver des médias qui finissent par les impliquer, et toujours dans cette logique de co-construction. Toujours. Voilà. Donc l'urbanisme m'a servi. Et dans cette logique-là. Moi, j'attends plusieurs choses. D'abord, qu'il y ait une implication de ménages qui sont différents de ceux que l'on voit dans le processus habituel de co-construction des mini-projets vus à l'échelle de chacun des quartiers. Bon. Et qui tournent beaucoup autour de l'espace public, alors qu'il y a d'autres choses aussi à inventer. Et j'attends aussi qu'ils soient un peu disruptifs par rapport au fonctionnement des services. C'est-à-dire que les services, une ville, c'est très robuste. Ça a des services qui ont l'habitude d'avoir un très haut niveau d'exigence sur le plan de la réalisation, parce que vous comme moi, en tant que citoyen d'une ville, on s'attend à ce que les services soient robustes. Hein, ça doit être costaud une ville pour que nous, on n'ait pas de soucis tous les matins avec nos enfants, etc. Voilà, ça doit être bien fait. La ville sait très bien faire ça. Mais il y a des moments donnés où elle fonctionne un peu en silo, elle est assez rigide sur un certain nombre de choses. Et quelque part, on peut s'éloigner sans s'en rendre compte de l'attente des habitants. Alors évidemment, c'est le rôle du politique de cerner ça, il fait des propositions. Mais de l'autre côté, on peut être aussi dans une logique où ça va venir des gens. Ça va venir de ce qu'eux ont repéré, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vu parfois aussi dans d'autres villes, qu'ils ont envie de ramener sur Orléans. Et là, on est un peu dans la même logique que TripAdvisor apporte à l'art de la gastronomie. C'est-à-dire que ce n'est pas des experts, mais c'est une myriade d'avis qui fait qu'à la sortie, on a un certain nombre de choses qui ressortent qui, sans doute, auraient pu être ignorées par l'expert qui, lui, a ses habitudes et qui, lui aussi, a la robustesse de la connaissance de son art, mais pas forcément la capacité de tout embrasser comme peut le faire une nuée d'avis. Et ça aussi, c'est intéressant dans le mode de fonctionnement de gestion publique, puisque nous, on n'est pas là pour se servir nous-mêmes, pour servir une idéologie. Pour ça, on est là pour construire la ville, on est là pour construire la vie de tous les jours des milliers de ménages, des centaines de milliers de ménages qui vivent dans notre agglomération. Donc ça me paraît important aussi. Troisièmement, c'est d'avoir une implication et une appropriation d'un certain nombre de projets. Ça aussi, ça me paraît important, qui est plus facile à faire, ce processus d'optimisation est très efficace quand on a la rencontre de citoyens qui s'engagent parce qu'ils ont envie de faire quelque chose, et en même temps de la robustesse justement technique de la ville qui vient en soutien. Et là, c'est là qu'il y a un exercice assez difficile et où le politique doit dire ce qu'il veut, notamment à ses services, et où je leur demande, et je le fais sur plusieurs projets lourds et sur le budget participatif, je dis aux gens, voilà, vous avez envie de faire quelque chose dans un domaine donné, ou en général sur la ville, je mets l'argent sur la table. La commande, c'est que, par exemple, on fait un lieu de création contemporaine, je mets tout un pool d'artistes et je leur dis, voilà, moi je mets cette somme-là, j'ai une idée de ce que l'on peut faire avec, mais c'est vous qui allez définir l'objet, le lieu, sa fonctionnalité, le mode de gestion, le design avec l'architecte que l'on a choisi, et vous allez co-construire, c'est vous qui pilotez la maîtrise d'ouvrage. Alors, donc la difficulté, c'est à un moment donné que quand on fait confiance à des maîtres d'ouvrage, quand on transfère cette maîtrise d'ouvrage, les gens ne sont pas très habitués. Alors il y a une sorte de choc de culture. Il y a à la fois les citoyens qui s'engagent mais qui ne connaissent rien aux procédures, à la lourdeur, à tout ce qui fait le charme de la gestion publique. Mais c'est aussi de l'argent public, donc voilà, ils comprennent assez vite, mais il faut leur expliquer. Et puis la deuxième chose, c'est au niveau des services. Parce que les services, ils ont l'habitude, ils veulent toujours bien faire, mais ils ont l'habitude d'obéir et d'être très loyaux à l'égard des élus.
Mais quelqu'un qui n'a pas d'autre légitimité que celle d'avoir été désigné, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour eux. Et il faut une forme d'acte d'abandon. Il faut abandonner la prérogative que l'on a parce que l'on appartient à l'institution pour, quelque part, rendre de façon plus fluide l'exercice de répondre à la commande déléguée justement à un groupe qui s'investit pour la réalisation de l'ouvrage. Donc c'est un mixte qui n'est pas toujours simple à évoquer et qu'on retrouve, qu'on j'ai très bien retrouvé dans le budget participatif. Il y a eu un exemple, par exemple, d'un projet qui a été proposé par un de nos concitoyens, qui était de mettre à disposition des pompes à vélo dans la ville. Et il se trouve que j'avais vu ça aussi à Barcelone, où vous avez un peu partout, alors c'est accroché à un panneau de signalisation, un sens interdit, etc., une chaînette, au bout de la chaînette, une pompe à vélo bien, enfin un truc pratique, et puis c'est mis à disposition évidemment pour qui a envie de regonfler ses pneus. Eh bien, les services, quand ils ont vu le projet arriver, c'est-à-dire mettre à disposition des pompes à vélo, ils sont allés chercher dans les catalogues des pompes à vélo qui coûtent plusieurs milliers d'euros, qui sont inviolables, avec des systèmes d'air comprimé qui arrivent dedans, enfin un système qui ne pouvait pas être volé, etc. Et la première chose que l'on m'a dit, c'est, parce que j'ai dit, parce que chaque fois on chiffre évidemment, et quand j'ai vu le chiffrage de cette histoire des pompes à vélo mises à disposition, c'était en dizaines de cas euros, et je dis mais attendez, c'est pas ça que ça coûte, une pompe à vélo à Decathlon, c'est 10 ou 15 euros, donc je comprends pas bien. On dit oui, mais les pompes que nous on a trouvées, c'est c'est autour de 3 à 4 000 euros la pompe à vélo pour voilà. Et là on voit le choc des cultures, et on voit le choc des cultures entre des services qui ont l'obligation d'avoir un système très robuste, très efficace, inaliénable parce qu'appartenant à la sphère publique, donc dans leur logique ils avaient raison. Mais ça aboutit à un projet qui est irréalisable sur le plan coût-bénéfice. Et alors que nos concitoyens, ce qu'ils veulent, c'est avoir, je ne sais pas, sur une île comme Orléans, 150 points où il y a des pompes à vélo accrochées à une chaîne, point barre. Et si jamais on en vole 10, eh ben on aura volé 10 fois 15 euros, c'est-à-dire 150 euros, ce qui est toujours très mal, mais à l'échelle du budget de la ville, ce n'est pas un sujet. Donc on voit bien là le choc de ces doubles approches. Et c'est très révélateur du temps que l'on vit, où on a besoin aujourd'hui d'avoir un certain nombre de systèmes simples, efficaces, parfois éphémères, parfois jetables. Et ça, c'est pas du tout dans la logique et les habitudes des institutions publiques, en tout cas françaises. Et donc, là, on voit bien, à travers cet exemple, la nécessité pour l'élu de servir de médiateur entre ses concitoyens et son administration, de façon à aboutir à se dire mais quel est l'objectif final ? Et l'objectif final, c'est pas d'avoir des pompes inoxydables, c'est d'avoir la possibilité du service rendu, de l'usage qui fait que les gens qui ont un problème de pneus à un moment donné, qui veulent faire du vélo, en 30 secondes, ils aient la possibilité de le faire en utilisant quelque chose qui est mis à disposition sur la voie publique. Donc voilà, donc c'est ces rencontres-là de plusieurs mondes qui sont aussi tout à fait nécessaires si on veut avoir des villes qui apprennent à évoluer d'elles-mêmes. En fait, ce que ça réinterroge, c'est quel est le rôle aujourd'hui et demain du politique, de la sphère, dont je continue de penser, et pas par esprit de corporatisme, qu'elle est absolument nécessaire, parce que la démocratie représentative est celle qui a la légitimité justement pour trancher des limites d'espace, trancher des limites privées-publiques, trancher des rapports entre deux entités privées, ce qui peut exister. Tous ces éléments-là, la détermination du public que l'on met à disposition du plus grand nombre, donc ça c'est nous qui en sommes les dépositaires au nom du peuple, mais il y a l'élection pour ça, donc c'est cette légitimité, mais ça ne suffit plus aujourd'hui. Il faut une sorte de troisième force qui arrive aux côtés de l'administration et de l'institution politique. Il faut une troisième force qui émane de la société elle-même, directement, au fil de l'eau, qui ne doit pas se subroger aux élus, parce qu'à un moment donné, c'est les intérêts privés qui dominent face à l'intérêt public, et il y a un souci. Ça ne doit évidemment pas se substituer à l'administration, sinon ça devient de la technocratie, et on connaît là aussi les abus d'une technocratie. Et donc, il faut trouver la bonne place et le bon équilibre pour que la sphère participative de nos concitoyens soit amenée à participer. Et c'est tout l'intérêt d'avoir à ce moment-là
une règle du jeu simple dans laquelle chacun peut se reconnaître, qui est ouverte, qui a une forme de générosité mais aussi d'intérêt public, qui est qu'on met à disposition des budgets sans préjuger de l'utilisation qui va pouvoir en être faite, mais qui va répondre à la possibilité pour certains de nos concitoyens qui ont envie de s'engager, de réaliser quelque chose qui sera utilisé par le plus grand nombre. Et ça, sans que ce soit nous qui le jugions, mais un vote issu du public lui-même, et qui va chercher à distinguer parmi toutes les idées qui peuvent foisonner, celles dont il pense qu'elles méritent d'aller jusqu'au bout, d'aboutir à une réalisation que nous, par contre, on a la responsabilité de mettre en œuvre. D'où l'idée du budget participatif. Vous avez un certain nombre de nos concitoyens qui, parfois, considèrent que finalement, le pouvoir de la rue, le pouvoir d'une assemblée est plus fort que le pouvoir de l'élu, alors qu'en fait, ils n'ont pas la légitimité du plus grand nombre. Et parfois même, il leur arrive de bonne foi d'imaginer que telle ou telle solution serait là, sans penser que, mise dans un contexte beaucoup plus large, elle finit par détruire l'objectif initial qu'elle cherchait. Si par exemple vous cherchez à quelque part à contraindre la circulation dans une rue trop fortement, il y a un effet de report qui va finir par encarafer l'ensemble d'un quartier, certes soulager une rue à un endroit, mais encarafer le reste. Donc je ne dis pas que ça arrive à tous les coups, mais ça fait partie de sujets très précis que j'ai en tête, où il faut que les choses soient vues avec beaucoup d'attention. Ça veut dire qu'il faut résoudre le problème, parce que s'ils cherchent à débloquer leur rue, c'est qu'il y a un souci, donc ça il faut le traiter, mais pas forcément en reportant tous les ennuis sur les autres. Ou en tout cas, si on le fait, c'est en cherchant le bien global, pas que celui des uns et des autres. Et c'est ça la différence entre un élu, dès lors qu'il a reçu mandat, et puis les intérêts particuliers de chacun des 120 000 habitants, par exemple, d'Orléans, qui ont tous une légitimité à exprimer leur ressenti sur tel ou tel sujet qu'ils connaissent. Et donc, finalement, les trois doivent trouver leur place. Il n'y a pas que l'administration, il n'y a pas que les élus, il n'y a pas que les citoyens. Chacun doit trouver sa place dans l'ensemble. Alors, c'est vrai que, comme je vous l'avais dit, honnêtement, on cherchait plutôt à toucher les 25-50 ans pour prendre une large marge, notamment parce que c'est ceux qui ont beaucoup de mal à venir dans les réunions publiques et à travailler au quotidien avec nous, alors qu'ils ont sûrement du temps dans les week-ends, tout ça, pour réfléchir à la ville. Et ça a marché. C'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué par un site, on a beaucoup communiqué par les réseaux sociaux, un peu par la presse. Et donc, tout ça a fait que les projets, les 153 projets qui sont sortis de la consultation ont été émis par 80% de personnes rentrant dans cette catégorie d'âge. Donc là, pour moi, la cible a été vraiment... la case a été cochée, qui était un des premiers objectifs, c'était l'implication de cette catégorie d'Orléanais, et ils ont répondu présent, ce qui pour moi était vraiment une très bonne surprise. J'étais étonné, compte tenu du fait que la première vague, on l'a faite vraiment de façon expérimentale et simple, parce qu'il fallait, là-dedans, il ne faut surtout pas être compliqué, il faut être le plus simple et le plus direct possible. Mais ça nous a amené à le faire un peu discrètement à la veille de l'été, enfin bon, à une période qui n'est pas toujours propice à la réflexion et on pense à d'autres choses. Et bien là, tout le monde a répondu présent. C'était une vachement bonne nouvelle. Et on a eu quand même 153 réponses dans un laps de temps très court, ce qui pour moi est vraiment très positif et sur exactement la cible que l'on avait visée. Donc ça m'a vraiment encouragé à faire en sorte que cette année on multiplie par 3 le budget, puisqu'il va passer à 300 000, mais j'ai bien noté qu'à Rennes, à Montreuil et autres, on était sur des pourcentages entiers des budgets d'investissement. Nous, sur une ville comme Orléans, le budget d'investissement, c'est 50 millions d'euros à peu près. Donc 50 millions d'euros pour la ville. Quand je vois par exemple les 5%, je crois, de Rennes, ça nous amène à 2,5 millions. Vous voyez qu'on en est très loin avec les 300 000. Mais je pense qu'une partie des projets
à la fois pour des raisons budgétaires et pour des raisons d'organisation des services, une partie des projets qui sont tenus habituellement par la ville, pour moi, devraient être tenus de cette façon-là. Et l'on passe à un autre exercice qui n'est pas qu'une sorte d'appel à idées pour pallier des manques qu'il y aurait dans l'offre que l'on propose d'évolution des espaces publics, par exemple, ou des services. C'est vraiment, là on passerait à la co-construction de la ville sur un certain nombre de projets beaucoup plus lourds. Et là, ça veut dire une démarche qui ne s'invente pas, qui nécessite qu'on ait un peu de recul, d'où le fait qu'on monte en puissance régulièrement sur ce budget participatif avec une méthode. Et puis on va voir comment est-ce que tout ça s'organise, les gens qui répondent, les petits groupes qui peuvent être mobilisés, etc. etc. Mais l'objectif, c'est de monter à des niveaux qui sont beaucoup plus importants pour faire en sorte que ce soit une habitude du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on passe du budget participatif à une logique du vivre ensemble et de co-construire la ville. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, parce que je crois à une mutation dans la demande d'exercer la politique. Et quand je dis politique, c'est la façon de gérer la cité. Hein. Et donc, ça rentre dedans. Et aujourd'hui, le fait que les médias sociaux, les réseaux sociaux, etc., permettent d'acquérir de l'information, d'échanger, etc., extrêmement facilement, sans coût, avec une très grande lisibilité, et ainsi de suite. Tout ça permet aujourd'hui ce qui était très difficile à imaginer il y a quelque temps, parce qu'il y a quelque temps, ça aurait été simplement la retranscription de nouveaux couloirs de pouvoir et ça n'aurait pas eu d'intérêt, ça aurait été phagocyté par quelques groupes, ça n'a aucun sens. Par contre là, ça en a vraiment parce que c'est offert au plus grand nombre. Et ça va redéfinir quel est à la marge le rôle des élus, à la marge le rôle des institutions. Et je crois qu'au bout, on a surtout une ville qui sera mieux faite. Et moi, c'est toujours mon objectif, hein, c'est de mieux faire la ville. Et, par exemple, il y a quelque chose que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je crois que c'est à Rennes où les projets sont exposés. Ils sont tous exposés à un moment donné. Et donc, les Rennais viennent voir ce que certains d'autres Rennais ont proposé, genre petit stand, pitch, enfin un peu comme les startups d'aujourd'hui, mais qui voilà. Et ça m'a. J'ai demandé à ce que, je crois que c'est passé maintenant parce que j'ai lu un article dessus, mais la prochaine fois, j'ai demandé justement à mes équipes d'aller voir ça parce que je trouve que c'est vraiment une vraie bonne idée. Et l'idée, ça serait évidemment d'arriver, une fois qu'on sera à maturité ici, quand je dis à maturité, qu'on ait progressé un peu, mais d'arriver à le faire, parce que je crois beaucoup à cette idée des échanges dans la vie. Moi, je suis dans une ville où les gens ont beaucoup de ferveur, mais ont une sorte de pudeur à le montrer, à le réaliser et autres. Ils ont voilà, il y a à la fois la volonté d'être assez fier de sa ville, et en même temps, il n'y a pas du chacun pour soi, mais on a du mal à partager avec d'autres. Ça reste souvent dans des petits groupes. Et moi, je voudrais que Orléans que les Orléanais arrivent à bien davantage construire la ville ensemble. Et pas que par toujours ceux qui râlent le plus ou qui se mettent le plus en pointe de telle ou telle contestation, mais parce que je le vois, il y a énormément de bonnes idées, d'initiatives, de gens qui ont envie de faire. Il y a des éléments extrêmement positifs. Et c'est cela qu'il faut arriver à motiver pour mettre justement, embrayer dans ce type de démarche. Et là, à ce moment-là, on arrive à faire une ville qui est beaucoup plus foisonnante et qui est dynamique et qui s'améliore un peu spontanément d'elle-même. C'est une vraie sourse de vitalité pour la ville que lorsque ses habitants se sentent impliqués pour prendre en main son destin. On rêve tous de ça. En tant qu'élu, qu'on soit de gauche, de droite, de ce qu'on veut, on rêve tous de ça. Et donc, ça, c'est un moyen intéressant pour le faire. D'abord, il y a toujours des points d'amélioration. C'est ce que je vous dis, par exemple, moi j'ai trouvé que c'était resté un peu confidentiel. Mais ça, c'est normal, c'est la première édition. Ensuite, j'ai trouvé que les chiffrages qui avaient été vus par l'administration, ils ont été revus par une autre personne qui avait vraiment l'œil, je dirais, du citoyen, donc qui a allégé tout ça. L'histoire de mes pompes à vélo, c'est un exemple. Mais et l'administration a vraiment fait son job. Ceux qui ont étudié ça, c'est ça qui est très illustratif dans cet exemple. Mais là, on est typiquement dans les choses où il faut avoir des regards. Mais là,
aussi, c'est des habitudes à prendre et ça ira plus vite dans l'analyse des projets la prochaine fois que ce qui a été fait là. Ensuite, je pense que les projets aujourd'hui restent beaucoup sur des fiches derrière un écran. Ça serait sympa qu'à un moment donné, les gens arrivent à les défendre et qu'il y ait non pas un jury citoyen, parce que l'intérêt c'est que justement tout le monde vote, donc qu'on reste dans une logique du plus grand nombre qui apprécie des projets qui viennent du plus grand nombre. Mais à un moment donné, le fait qu'il y ait cette espèce d'expo ou de forum, à un moment donné, de la ville qui naît avec les gens qui viennent, c'est un truc qui est très intéressant aussi à caler. Enfin bref, je pense qu'au début, maintenant, on a posé les choses. Les gens qui nous accompagnent ont très bien joué le jeu. Il y a maintenant, c'est rentré aussi dans aujourd'hui, quasiment tout le monde dans la mairie sait ce que c'est que les budgets participatifs. Alors au début, il y a seulement un an, quand j'avais dit que je voulais ça, il a fallu déjà quasiment une année avant de le voir, avant que je le voie inscrit dans les budgets, parce que je ne m'étais pas visiblement bien fait comprendre au tout début. On a cru que c'était une petite élucubration de plus, mais c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Et donc, donc on commence petit, on garde, on voit comment ça marche, et puis progressivement, on avance en marchant. Ça aussi, ça fait partie quelque part des mêmes types de démarches, intrinsèquement, de ne pas partir avec des préjugés, mais au contraire, de se laisser un peu porter en libérant les capacités de faire et en attendant que des gens s'en saisissent, ou pas, mais en faisant en sorte que, comme ça, tout le monde apprenne à vivre sur ce nouveau mode. Je répète parce que moi, je crois beaucoup que c'est un élément qui rentrera complètement dans l'ADN de la façon de faire la politique locale. Ça, j'en suis intimement convaincu. Je crois que c'est des mouvements qui sont beaucoup plus profonds que le côté qui pourrait paraître un peu gadget de oui, bon, on a ça à faire en plus, c'est 100 000 euros, donc ça n'intéresse personne par rapport à un budget de 200 millions d'euros à l'échelle de l'ensemble de la métropole. Voilà. Non, je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça, et ce n'est pas les montants qui déterminent ça, c'est l'intérêt que peuvent y consacrer nos concitoyens, le nombre qui va s'impliquer, et puis aussi la qualité des réalisations qui vont résulter. C'est ça qui compte. Hein. On est en train de monter un truc qui, je vous le répète, pour moi est beaucoup plus... est quelque chose de très puissant. En tout cas, je ne voudrais pas louper. Je crois que c'est quelque chose de très fort et qui va au-delà de tout ce que l'on fait en réunion publique, etc. etc. Je crois qu'on est passé vraiment à autre chose. On est sur une période où le faire est quelque chose d'important. Donc il est logique que les gens qui ont l'habitude d'être interrogés sur l'avis qu'ils ont à donner sur tel ou tel projet, sur telle ou telle évolution, voilà, on est beaucoup dans la participation, on est à la co-construction, maintenant on est directement à la construction. Donc c'est vraiment, il y a un fil pour moi qui est logique et qui est une mutation importante dans la démocratie locale. Et ce fil-là, je ne veux pas le louper, parce que d'abord, titre personnel, ça correspond assez bien à la façon dont je vois la politique. Et deuxièmement, voilà, il faut l'amplifier. Et c'est vraiment des démarches tout à fait passionnantes à regarder et à mettre en œuvre. Et je le répète, tant mieux si en plus ça aide efficacement à construire la ville. C'est vraiment mon obsession quotidienne.